Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club, je suis Michael. Je suis Thierry. Et aujourd'hui on va vous parler du fait qu'on n'a toujours pas eu vos retours sur nos notes, parce qu'on continue à donner des notes à des jeux, donc on attend vos retours. Où sont les retours? On Ouais. vient de tourner les 2 vidéos d'affilée, donc on n'a pas eu les retours là. C'est vraiment très décevant. Non, alors du coup, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce, ça fait toujours plaisir. Et on va parler de Seven Yokai, Split Stories, Dice Theme Park et Barcelona. Alors, on doit faire des accents dans cette vidéo. On va commencer avec Seven Yokai, 7 Yokai, réédition de Yokai Septet au Japon. Voilà, j'ai entendu dire que c'était un jeu très réputé, qui est sorti en 2018, voire même un peu avant, je crois, qui était qui est très connu, et c'est la première fois que ça arrive en France. Donc chez Matago, dans une petite boîte, je trouve que c'est très cool. J'aime bien quand c'est comme ça dans une petite boîte. C'est transportable et c'est parfait pour jouer à 3 ou à 4. Et oui, il y a une petite contrainte, seulement 3 joueurs ou 4 joueurs. C'est un jeu de pli. C'est un jeu assez traditionnel dans le jeu de pli parce que y a un joueur qui ouvre à une couleur, admettons à rouge, le yokai du feu, et les autres joueurs doivent mettre des cartes rouges. S'ils n'ont pas le rouge, ils peuvent soit couper, soit se défausser. Et la plus forte valeur remporte le pli. C'est vraiment trop cool. C'est un jeu de pli. Et en plus de ça, ce que j'aime bien moi, c'est qu'on distribue toutes les cartes. Donc on peut vraiment compter, on peut vraiment retrouver les petits réflexes qu'on a quand on a appris la belote et le tarot. On distribue toutes les cartes sauf une, et c'est justement la carte qu'on met de côté qui désigne la couleur d'atout. Donc ça c'est cool parce que chaque partie renouvelle un peu la couleur d'atout. Et pourquoi? Parce qu'en fait dans ce jeu il y a 7 familles, alors vous allez voir le chiffre 7, il n'y a que ça. Il y a 7 familles de 7 cartes. Et le but du jeu c'est de choper le plus de 7 possible. Sauf que la famille verte, ça va de 1 à 7. Donc le 7 est la carte la plus forte, quasiment. La famille d'après, ça va de 2 à 8. Donc aïe, attention, si j'ai le 7, il peut se faire bouffer par le 8. Et il y a ainsi de suite, 7 familles, jusqu'à la dernière, qui va de 7 à 13. Donc si j'ai le 7 de cette famille-là, bonne chance pour le récupérer. Voilà. Donc déjà sur le papier, concept très cool. On essaie de choper les 7, le plus de 7 possible. Attention, parce que, évidemment, parfois, les 7 ne sortent pas. Donc, on gagne des plis pour rien. Et si on gagne 7 plis, eh ben, on a perdu. Si on gagne 7 plis avant d'avoir réussi à gagner assez de boss yokai, donc les cartes 7, on a perdu. Donc, il faut vraiment essayer de jauger, de gagner les bons plis au bon moment. Ça se joue à 3 en individuel. Il y a une petite adaptation de règles. C'est pas facile à appréhender. Il faut quand même lire les petites... c'est pas tout à fait le même jeu. Mais sinon, le vrai jeu, c'est 2 contre 2. Et en équipe. Et en équipe, et donc c'est cool. Voilà. Avant de commencer à jouer, on échange 3 cartes avec notre partenaire, et après c'est un jeu de pli, quoi. Voilà. Ouais, mais franchement, c'est la quintessence du jeu de pli. C'est ça qu'on veut quand on joue à des jeux de pli. On en a marre des jeux où les cartes, on sait pas les couleurs, les jeux où on doit jouer avec un robot, Non, mais je râle sur le jeu de pli. Mais c'est vrai qu'en fait, ça fait du bien, des fois, un très très bon jeu de pli. Et pour moi, on est dans un très très bon jeu de pli. Il y a assez de petits twists pour le rendre excitant, sans rentrer trop dans le classique du classique. Mais je trouve que c'est pas non plus Skull King où il y a les cartes dans tous les sens, on sait pas ce qu'il y a, des fois il y a une sirène, des fois il y en a pas, des fois il y a Skull King, des fois il y en a pas. Là non, c'est à quel moment on joue les cartes, c'est vraiment la quintessence du jeu de pli est là avec ce petit twist en plus quoi en fait en quoi il twist, c'est vraiment comment on gagne le jeu. C'est ça que ça twist, et en fait c'est ça un bon jeu de pli qui change les règles, c'est comment pas qu'on change le gameplay, mais comment on va changer plutôt, ou comment on va gagner, quoi. Et je trouve que là, il le réussit très bien. Moi, j'aime trop, quoi. Et moi, j'en ai ma barbe des jeux où on doit parier sur le nombre de plis qu'on gagne. Vraiment, j'en ai marre. Là, voilà, c'est vraiment immédiat. Et Matago, ils ont fait un bon travail là dans la règle du jeu, parce que dans la dernière page, ils ont mis un petit texte de l'auteur, Muneyuki Yokuchi,
qui dit que justement il voulait créer un jeu de pli qui soit à la fois un gros gateway game et en même temps qu'il puisse y avoir une vraie profondeur stratégique parce qu'il y a aussi une méthode avancée pour scorer les points. On a fait directement la version avancée. Voilà, et qu'il espérait que ça puisse être un jeu qui perdure dans le temps, et moi je pense qu'il a assez bien réussi son coup, quoi. Voilà. Bah, c'est ton jeu, mais je vais m'en acheter une copie. Ah ouais, bah voilà, c'est vraiment bien. Première nouvelle. Je lui mets 4 sur 5 parce que, bah voilà, c'est bien 4 sur 5. Ah bah moi je lui mets 5 parce que moi j'aime bien les jeux de pli. J'avoue que j'aime bien. Et là j'avoue que bah, j'ai envie d'y rejouer. Je pense que ça pourrait faire partie de mes jeux de pli préférés. Avec deux crews par exemple. Mais justement pour deux salles, deux ambiances. Mais j'aime bien. Voilà, 5. Ah mais il y a une variante de joueur apparemment. Ah. Il y a une variante. Je vais être seul à en parler de celui-là, mais peut-être auras-tu l'occasion de te rattraper. Je vais y revenir. Si je déteste, je vais vous en parler. Split Stories, c'est un jeu dans lequel on est 2 équipes. C'est un jeu d'enquête en coopération. Hein. On peut se mettre en 2 équipes, donc on peut jouer à partir de 2 joueurs. Chaque personne va avoir une partie des informations. Ils l'ont mis de 2 à 4. Oui, effectivement, rien n'empêche de jouer à 3 avec deux personnes d'un côté et une personne de l'autre, ou à 4. On pourrait jouer à un peu plus, mais après, bon, peut-être qu'on se bouscule un peu. Quoique, on n'est pas de trop pour résoudre les énigmes, parce que c'est quand même parfois des énigmes un peu corsées. Il y a un scénario d'initiation dans la boîte et 3 scénarios qui vont prendre entre 45 minutes et 1 heure. Voire pour le dernier, ils ont mis 1h20 et ça peut effectivement durer assez longtemps. Ce qui prime, c'est vraiment qu'il y a un petit côté roleplay pour amorcer le scénario. Donc on a un petit dialogue à créer à 2, sachant qu'en fait dans notre livret, on ne sait pas ce que l'autre va nous répondre. Donc ça crée vraiment un tout petit, une toute petite découverte pour comprendre la situation de départ. Après, on peut continuer à être roleplay ou on peut arrêter d'être roleplay et vraiment faire les énigmes. Moi, j'essayais des fois d'être un peu roleplay. Voilà, par exemple, il va y avoir un gosse de riche américain qui veut passer ses 18 ans au Mexique et qui se fait kidnapper et qui appelle une opératrice de la police. Et donc, voilà. Et donc, on va dire, bah, qu'est-ce que l'opératrice, elle a comme information, qu'est-ce que moi j'ai comme information, parce que je jouais le gosse de riche insupportable. Qu'est-ce que j'ai comme information dans la planque des kidnappeurs, et on essaie de recouper les informations et de découvrir bah, qui sont-ils, pourquoi ils font ça, où sont-ils allés, voilà. Il y a des questions à chaque fois pour guider l'enquête. Voilà. En autre thème, il y a Apollo 17 qui est justement Houston qui va communiquer avec quelqu'un de la navette et parce qu'il y a un problème. Il faut résoudre le problème là. Donc Houston, on va essayer de résoudre le problème. Un peu alambiqué celui-là, un peu dur. Et Par l'au-delà, qui est probablement celle que j'ai préférée, dans lequel une femme voyante, il y a mieux comme mot, médium, va essayer de communiquer avec son mari mort. Donc voilà, il y a quelqu'un qui joue la femme, l'autre qui joue le mort. Et donc voilà, il y a une petite touche de roleplay qui est assez intéressante. Et après, il faut résoudre des énigmes qui sont parfois assez dures. Voilà, c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Vraiment, ça fait encore penser à quelques autres jeux qui sont sortis cette année, comme Avant-Après ou Perspective, ou voilà, dans lequel on doit communiquer. Et bah, ça renouvelle encore un peu le truc, quoi. C'est encore un tout petit peu différent. C'est sympa, il y a une sorte de DA un peu en patchwork, des photos collées. Très réaliste un peu. Ouais, c'est osé, mais ça passe. C'est j'avoue cool. que moi, ça m'a pas attiré l'œil. Ouais, c'est ça. J'ai pas eu envie d'y aller parce que j'ai l'impression que c'était un peu les enquêtes bas de gamme que l'on voit des fois. Et j'avoue que bah, là, je suis vraiment curieux. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça mi-chemin entre l'enquête et le côté escape, énigme. Des fois, on peut un peu laisser tomber C'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'en même temps, il y a une thématique assez forte, mais en même temps, des fois, tu résous juste des énigmes et tu sais pas trop pourquoi tel personnage, il a trouvé cette information sur le bureau. Voilà, ça devient après très terre à terre. Je lui mets 4 sur 5 parce que c'est pas le meilleur jeu d'enquête de la vie. C'est une très bonne entrée de gamme. Je viens de voir qu'ils ont mis un 1 là, donc ils vont faire d'autres. Et en plus, il s'est avéré qu'on en a fait 2 d'affilée, moi, avec ma copine. On en a fini un, on était là, vas-y, t'as pas envie d'en refaire un autre là? On finit la boîte et tout. Moi, j'ai fini la boîte voilà, en 4 jours parce que
on voulait trop finir. Donc ça prouve tout pour moi. Ça prouve que c'est un très bon jeu. 4 sur 5. Voilà. Super. Et on passe à Dice Theme Park. Oula, j'ai failli faire tout tomber. Park. Dice Theme Park. Alors, pour ceux qui connaissent, il y a Dice Hospital. Ouais, c'est vrai. Il y a Dice Hospital, qui était un jeu avec des dés dans lesquels on devait faire bouger des patients pour leur sauver la vie. Et là, non, on va pas sauver la vie. Là, on a des visiteurs qui sont des dés, qui ont différentes valeurs, dans lesquelles on ne les lance pas. On va choisir, globalement, on va jouer 2 cartes et on va faire la somme des dés. Celui qui a la plus faible somme des dés va pouvoir choisir les meilleurs dés, les dés les plus forts, pour amener dans son parc. Et ensuite, on a un petit parc dans lequel on a des petites attractions. Et le but, c'est de suivre les bonnes combinaisons pour activer l'attraction. Globalement, il me faut un dé vert pair pour activer cette attraction. Au contraire, il me faut un dé plus grand que le dé jaune. Et donc, il faudra 2 dés, un dé de n'importe quelle couleur et un dé vert, par exemple. Et du coup, on va activer ces différentes attractions et on va ainsi gagner des étoiles, globalement des points. Celui qui a le plus de points à la fin de la partie, il a gagné. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on va construire peu à peu son parc, et donc on va construire ses combinaisons. On va aussi construire globalement, chaque attraction va avoir un dé particulier, soit elle va plutôt jouer sur du dé vert, du dé bleu, et ainsi de suite. Donc on va essayer aussi, ça va nous aider pour le draft de dés, à choisir des dés qui correspondent à la couleur des attractions dans lesquelles on a dans notre parc. Et donc, voilà, le but du jeu, c'est de faire le plus d'activation possible, d'activer le plus d'attractions possible, pour gagner le plus de points possible. Il y a des petits objectifs, il y a des petites cartes en plus, et ainsi de suite. Tout le gameplay du jeu va se jouer surtout sur ces 2 cartes qu'on choisit au début aussi, qui vont nous permettre donc d'être le premier joueur ou pas, pour choisir les dés, mais aussi un petit bonus pendant cette partie-là. Et on va donner ces cartes-là à l'adversaire, et ainsi de suite. Donc, c'est très sympa, c'est fluide, mais c'est casse-tête. Presque fluide. Parce que c'est casse-tête. C'est presque fluide parce que en fait c'est simple, le jeu est simple en soi. Les actions sont simples, c'est très facile de comprendre, j'amène les dés ici, et ainsi de suite. Mais ce qui est compliqué, c'est de savoir dans quel ordre je vais activer toute cette attraction. Parce que à chaque fois que j'active une attraction, je vais baisser la valeur des dés, mais je vais ensuite déplacer un des dés dans une autre attraction. Et l'autre attraction, ça va pas être pratique, parce que du coup, l'autre attraction, il me fallait un vert. Donc le vert, je vais le faire déplacer là, et donc je vais pouvoir activer cette attraction, et ainsi de suite. Sauf qu'au bout d'un moment, on en a plein des attractions, et on a plein de dés à activer. Et donc, mais dans quel ordre faisons tout ça? Et c'est là qui est un peu la difficulté du jeu, je pense. On a eu le droit à combien de rollbacks, Thierry? Non, la première manche était compliquée. C'est un jeu dans lequel, normalement, impossible de faire des rollbacks parce que tu sais plus quelle était la valeur des dés. Alors la première manche, si tu peux. Du coup, je me suis permis. Mais oui, non, c'est un casse-tête. Non, mais parce que j'avais oublié qu'il y avait des pouvoirs asymétriques. Parce qu'effectivement, c'est un jeu qui arrive à créer une asymétrie parce que il y a les cartes que tu joues au début de la manche qui vont te donner l'initiative, justement. Est-ce que tu es premier joueur ou deuxième joueur? Combien d'argent tu vas avoir? Et du coup, qui vont te donner un pouvoir. Il y a l'administrateur du parc que tu as choisi au tout début de la partie, qui te donne aussi un pouvoir pour toute la partie. Il y a des mascottes que tu récupères au début de la partie, puis à chaque manche, tu peux en prendre des nouvelles, qui te créent une sorte d'asymétrie, parce qu'en fait, ils vont avoir des sortes de spécialisation, quoi. Moi, j'avais une mascotte, par exemple, qui me permettait de transformer un 2 en 5. Voilà, bon. Du coup, je sais que je dois jouer autour de ça. Dès que j'ai un 2, je peux me permettre de baisser un dé jusqu'à 2, et puis bam, je le remets à 5. Parce qu'on ne s'est pas dit, je sais pas si tu l'as dit, mais en fait, à chaque fois qu'un visiteur fait l'attraction, il descend, et s'il est à 1, il s'en va, quoi. Donc on essaie de gérer ça. Donc il y a déjà pas mal d'asymétrie. Les attractions qu'on prend ne vont pas être les mêmes non plus. Non. Donc en fait, moi je trouve qu'ils font ça très bien. Même chose pour Dice Hospital, le jeu d'avant. Je trouve qu'ils sont assez forts pour faire une asymétrie où t'as pas l'impression que c'est déséquilibré, parce que juste t'avais le choix entre 2 trucs, t'en as pris un et ça a créé ton asymétrie, et celui qui va gagner à ce jeu, la plupart du temps, c'est celui qui aura bien essayé de comprendre comment marche son asymétrie, qui aura mis ses tuiles jaunes au même endroit, bon, pas être non plus... Ouais, ça va. Mais voilà, qui aura pris la mascotte qui justement fait que tous tes dés jaunes, ils font plus 2, enfin là, il y a vraiment une manière de créer son jeu que je trouve très agréable. Par contre, effectivement, faut penser à tout, quoi. Des fois,
faut penser à tous tes pouvoirs, faut penser à comment tu vas faire circuler tes passagers. Voilà, c'est un sacré casse-tête. C'est un sacré casse-tête. Et le problème, c'est que bah, du coup, le jeu peut être rapide parce que en soi, il y a la plus grosse partie du jeu qui est activer les attractions se fait en simultané. Sauf que du coup, en fait, ça rend le jeu en même temps chacun pour soi. On fait ses petits trucs. On est là 15 minutes chacun de notre côté en train de faire toutes nos activations, de se dire attends, est-ce que je devrais faire ça et tout. Et du coup, il n'y a pas vraiment d'interaction. L'interaction, elle est minime. Elle est sur le draft 2D et c'est tout. Et le reste, vraiment, c'est notre puzzle personnel. Une fois qu'on manage bien notre draft 2D, bah, c'est le puzzle personnel. Et là, ça prend tout le temps que le puzzle personnel peut prendre pour la personne, quoi. Et ça, c'est le truc dommage. Après, est-ce qu'on... C'est sur une niche un peu particulière de chacun joue pour soi et on est content de faire notre petit puzzle parce que c'est quand même satisfaisant. Il y a vraiment un côté combo 2D où je fais ça, ça me permet d'aller. Cool, et vraiment, bah, voilà, c'est sympa avec justement cette asymétrie, les mascottes, les pouvoirs. Voilà, c'est très agréable, c'est satisfaisant. C'est... Qu'est-ce qu'on demande? Je trouve qu'il va plus loin que Dice Hospital dans le nombre d'actions possibles. Dice Hospital, tu avais des chambres, tu avais des pièces, et tu pouvais activer chaque pièce qu'une seule fois, quoi. Il y avait un truc un peu comme ça, et tu utilisais tes infirmières pour faire ça, quoi. Ou infirmiers. Là, tu peux vraiment faire circuler tes dés, activer la même case plusieurs fois. Enfin, il y a vraiment un surplus, sans que ce soit facile, voilà, c'est ça. On dit un peu les mêmes choses, mais voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fin de compte, c'est quand même pas facile d'optimiser, quoi. C'est pas facile du tout d'optimiser. Moi, je trouve que c'est même compliqué. À la fin, on sent un flux de jeu et bon, on y va, mais franchement, j'avais pas non plus. Moi, c'est mon problème. Au bout d'un moment, j'ai pas envie de réfléchir à quelle direction. Je me dis bon, là, ça me paraît logique. Je fais comme ça. Parce que si tu commences à tout prévoir, c'est sinon, bah, combien de possibilités on a si chaque dé, en plus, on va le déplacer après. On s'amultiplie trop de possibilités, voilà, c'est pas possible. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir construit quelque chose. Ouais. Parce que de manche en manche, il n'y a que 5 manches, mais de manche en manche, bah, j'active les mêmes trucs, donc je sais comment ils fonctionnent, et je les active, et je les active, et je sais que ça, c'est mon attraction phare, enfin, plus ou moins, quoi. Voilà. Bah, du coup, moi, pour ma note, en fait, j'ai envie d'être hyper positif avec le jeu, parce que, en vrai, il y a quand même des trucs que j'aime bien, mais je sais pas si je le sortirais autant que ça, parce que quand je joue avec quelqu'un, j'ai quand même envie de jouer avec cette personne. Donc, donc je vais donner 3, mais 3. Parce que c'est pas mal déjà. C'est pas mal, parce que franchement, il y a quelque chose d'agréable quand même dans le jeu. Et je sais pas si je le préfère à l'autre au final, hein, à Dice Hospital. Je sais pas. Je pense que les deux sont assez différents peut-être, mais pas vraiment. J'ai l'impression qu'ils peuvent coexister. Ils peuvent coexister. Je trouve que Dice Hospital, le thème était vraiment plus puissant que vraiment un dé qui a 1, il est très malade, et s'il passe à 0, il est mort. Et si tu tues un dé, t'as moins 2, il y avait un côté aussi punitif. Là, on a moins peur de jeter les dés, hein, globalement. C'est ça, et du coup, un dé à 6, il était soigné, il te faisait des points positifs. Il y avait vraiment un truc plus intéressant dans la thématique. Là, j'ai essayé de me rattacher au fait que les dés, c'est des visiteurs. C'est des visiteurs qui ce serait leur énergie, quoi. Tu vois, ils ont 5 d'énergie, ils sont prêts à faire plein de, et dès qu'ils ont 1, ils sont morts, ils rentrent chez eux. Bon. J'ai pas trop réussi. Alors, je lui mets quand même 3 sur 5. Mais j'ai le sentiment, ça fait un peu longtemps que j'ai pas joué à Dice Hospital, mais Dice Hospital était quand même un peu mieux, et il y avait quand même l'idée de spatialisation un petit peu. Un peu moins. Là, ça rehausse le côté spatialisation. Et en fait, ça rehausse beaucoup de combos très cool. Donc en fait, les deux coexistent pour moi. 3 sur 5. Super. Et notre dernier jeu, c'est Barcelona de Dani Garcia. Voilà, c'était un jeu que en fait, j'étais hyper curieux d'y jouer depuis longtemps. Moi aussi. Parce que j'aime bien Barcelone. Moi. Non. Non, mais en vrai, non. C'était parce que du coup, c'est un jeu dans lequel, comment ça on va jouer globalement, on a une carte de Barcelone. En fait, on a une sorte d'avenue de Barcelone, et c'est une sorte de, il y a des lignes et des colonnes et une diagonale. Ça va être important. Et globalement, on a différentes actions à chaque intersection. Et quand on va avoir des petits jetons, globalement, c'est des petits habitants de Barcelone. On a 2 habitants de Barcelone qu'on va piocher dans un sac, qui vont avoir différentes couleurs. Ces habitants-là, on va pouvoir les placer
sur une intersection qui va pouvoir donc croiser, soit, donc si c'est sur la diagonale, ça peut croiser trois actions. Mm. Si c'est en général, ça croisera 2 actions. Et on pourra faire 2 actions ou 3 actions dans notre même tour, dans un même tour. Donc là, c'est là que j'aime bien, parce que c'est un côté combo. Parce qu'on peut faire une action qui peut nous mener à une action, et donc il y a un côté comme ça. Ensuite, les actions, ça va être quoi dans le plateau? Globalement, on va faire différentes actions qui vont nous permettre de faire la cathédrale du coup la Sagrada Familia, qui vont nous permettre de débloquer des choses dans notre plateau, des améliorations de notre plateau globalement, des nouvelles interactions, gagner des ressources, nouvelles intersections qui vont nous permettre d'un petit bonus si quelqu'un y va, des trucs comme ça. Et prendre des objectifs. Et prendre des objectifs, effectivement. Et augmenter aussi la valeur de ces objectifs. Ouais. Donc ça, voilà, il y a toutes ces actions-là possibles. Et un petit train aussi qui va nous donner des petits bonus et des combos. C'est vraiment le jeu à des combos. Ça aurait pu être Stefan Feld. Du coup, globalement, on va faire ça. Et ensuite, à la fin de notre tour, on va être, si on peut construire, parce qu'on va pouvoir construire globalement les bâtiments dans les différents quartiers de Barcelone, donc pour les lignes et les colonnes, on va pouvoir construire. Et cette construction va faire qu'on va utiliser des ouvriers, pas des ouvriers, pardon, des habitants qu'on va utiliser à côté, et on va pouvoir les mettre sur une piste qui va, cette piste globalement, déclencher des scorings de milieu de partie, 3 scorings, et aussi déclencher du coup la fin de partie. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que globalement, il y a 3 types d'habitants et il y a 3 niveaux. Si on a réussi à faire une ligne d'un même habitant, qu'on a complété, eh bien, tout de suite, on met fin au scoring, et celui qui a le plus... c'est pratique parce que du coup, on peut jouer sur le rythme, et donc ça peut être intéressant parce que là, le scoring, c'est celui qui a construit le plus de routes. Et là, je vois que Thierry, il est bien en route, mais moi, là, je vais construire 4 routes d'un coup. Ça peut arriver. Normalement, c'est que 2, mais tu as construit 6, ouais. Trop fort. Tu construis plein de routes, et là, tu déclenches la fin de partie, et on ne peut pas faire mieux que toi. La fin de partie, pardon. Le scoring de milieu de fin de manche, en quelque sorte. Et du coup, tu as gagné le plus de points possible, et tu gagnes une avance. Et puis, ça a 2 points. Donc, du coup, on gagne des points tout le temps à profusion, et ainsi de suite. Voilà. En vrai, c'est tout ce que j'aime dans un jeu de société. Hein. C'est terrible à dire, mais il y a vraiment le côté combo, le côté on construit quelque chose, notre plateau personnel, on va vraiment pouvoir l'améliorer, on va pouvoir vraiment retirer des trucs qui vont nous faire des points. On gagne des points tout le temps, ou pas, et ça c'est très inquiétant en général, parce que normalement on gagne des points tout le temps. Chaque action, on doit se dire, cette action elle doit me permettre... C'est un jeu opportuniste, et c'est ça. Et opportuniste. Et c'est pas un jeu dans lequel où tu fais... Alors tu peux parfois le faire, mais c'est rarement un jeu dans lequel tu fais une action pour préparer ton prochain tour. Souvent c'est ce tour-ci, il faut faire le plus de points possible. C'est ça. En gros. En gros. Et ça, et c'est satisfaisant. Il y a plein de différents petits axes et je trouve que toute la construction du jeu, elle est intéressante. Vraiment, je n'ai pas joué à un jeu pareil. Je trouve que vraiment, il change. Je sais pas, je dis pose d'ouvriers, mais en fait, c'est des ouvriers qui vont nous permettre aussi de construire et qui vont aussi donner l'opportunité à d'autres de construire. Parce qu'il y a différents types de bâtiments qui, selon la couleur, ça donne pas la même force au bâtiment. Et en fait, il y a énormément l'opportunisme, tu disais. Et c'est vraiment un jeu d'opportuniste tout le temps. Il y a vraiment du dilemme à chaque fois, de faire attention aussi, de se dire, des fois, on va aussi déclencher des scorings au mauvais moment. On n'a pas envie de déclencher ce scoring et tout ça. Et c'est très fort. Moi, j'aime beaucoup, pour le coup. Alors, c'est pas tout à fait tout ce que j'aime dans un jeu de société, parce qu'on a des goûts différents. Hein, ce n'est pas un jeu, mais il faut le savoir, il faut se le mettre en tête. C'est pas un jeu dans lequel tu vas tout faire. C'est pas un jeu dans lequel tu vas débloquer tout ton plateau. Non. Tu as plusieurs lignes sur ton plateau. Si tu arrives à tout débloquer d'une ligne, tu auras souvent pas mal de points, quoi. Mais tu peux pas tous les faire. Parce que, notamment, tu contrôles pas le rythme de la partie. Une partie peut être plus rapide qu'une autre. Parce que, en fin de compte, c'est quand on a logé assez d'habitants que c'est la fin, quoi. Et du coup, on pourrait perdre quelques actions à ne pas construire, et donc du coup la partie n'avance pas en quelque sorte. On pourrait parfois piocher que la même couleur d'habitants, et du coup la partie avance très vite. Voilà. Il faut comprendre que le tempo va tout le temps changer,
Ça, souvent, j'aime pas trop dans les jeux parce que je trouve ça frustrant. Mais je trouve que le jeu, là, il arrive quand même à bien gérer ce truc-là. C'est-à-dire que tu gères le tempo, mais en fait, le fait qu'il y ait 3 scorings intermédiaires, enfin 2 intermédiaires et un final, déjà te force à gérer le tempo. C'est pas une fin de jeu qui arrive, bam, brutalement. C'est que déjà, tu la vois arriver, et puis en fait, si j'ai pas envie de scorer tout de suite mon scoring intermédiaire, et ben, je peux retarder maintenant le jeu. Tu vois, c'est un jeu vraiment qui a un flux comme ça, et au final, j'ai mieux aimé que d'autres jeux comme Sankoré par exemple, où non, c'est trop brutal et c'est trop frustrant parce que pour moi, ça va pas au bout des choses. C'est surtout un jeu qui te force à faire des actions. Moi, en fait, ce que je trouve fort, c'est qu'il va te forcer à justement, il va te forcer à construire. Si tu peux construire, tu dois construire. Oui, donc automatiquement, tu fais avancer la fin de partie dans tous les cas. Et puis, il y a toujours la volonté d'améliorer, quoi. Aussi, tu dois construire parce que construire, ça te donne des points. Et en fait, si on te... Oui, du coup, tu as envie de carotte. Au bout d'un moment, ça coûte, voilà, ça fait des fois, 13 points de faire des bâtiments. Des fois, vaut mieux faire un bâtiment parce que tu te dis, tu vas pas dire au revoir à 13 points pour gagner 2 points ou 4 points. Bon. On est sur un setup très aléatoire à chaque fois, donc tout ça renouvelle en permanence, quoi. À chaque fois, les scorings intermédiaires sont différents, les actions peuvent être différentes parce que voilà, les actions sont jamais au même endroit sur le plateau. Et on tire, enfin voilà, rien ne se passe jamais de la même manière. Donc en fait, il y a quand même pas mal de rejouabilité là-dessus, même si on se retrouve quand même souvent dans les mêmes boucles. Il y a quand même une belle phase de découverte parce qu'au début, chaque partie va favoriser un type de développement. Voilà, on a fait une partie où on a développé les petites routes. Effectivement, j'avais jamais vu autant de petites routes sur le plateau. Bon bah voilà, la partie suivante peut-être favorisera autre chose. Bon, au bout d'un moment, on va quand même jouer à peu près de la même manière. Mais c'est plaisant. Et j'avoue que là, la pose d'ouvrier, donc du coup qui sont les habitants, qui te donnent 2 actions et qui a cette sorte de va-et-vient, parce que si je me suis mis là, j'en ai mis 2 à chaque fois. Hein. Donc du coup, tu peux pas faire la même. Ouais. Pendant un certain temps. Ouais. Mais comme on va les utiliser pour construire, les emplacements vont se libérer et on pourra refaire la même action. Il y a vraiment des trucs, il y a vraiment beaucoup de bonnes idées dans ce jeu. Ouais. Comme tu l'as dit, un feeling un peu Stefan Feld. Dans le setup aléatoire, le salade de points. C'est pareil, il faut savoir dès le début que c'est un jeu où juste, pour le dire bêtement, tu fais des points bêtement, quoi. Il faut vraiment chercher les points. Mais il y a quand même de la gestion de ressources, on essaie quand même d'avoir les pièces. Et puis gérer bien les scorings, les différents scorings. Parce que effectivement, quelqu'un qui va gérer les différents scorings, il va tout gagner. C'est ça qui est important. Je sais pas encore, moi, perso, si c'est vraiment le truc inévitable. Mais ça a l'air très fort, effectivement. Mon vrai regret, moi, c'est les objectifs. Il y a 5 emplacements d'objectifs et c'est quand même un peu rare de faire 5 objectifs. Enfin, vraiment, parce que en fait, chaque truc que tu veux maximiser, c'est sacrifier autre chose. Et ça coûte cher d'améliorer les objectifs, de mettre les objectifs. Ça coûte des ressources qui peuvent justement te permettre de les faire, ces objectifs. Et du coup, vraiment, le dilemme est un peu plus difficile. Et on retrouve en plus des objectifs opportunistes à la Stefan Feld, où c'est pas les objectifs de début de partie, où tu sais dans quelle direction tu vas. Tu vas dans une direction et à un moment donné, tu dis « Ah, mais celui-là, il est pas si mal pour moi, il me fait pas mal de points, je le prends. » Voilà. C'est vraiment ce truc-là, très dans cet esprit-là, très salade de points. 4 sur 5 pour moi. Parce que, en vrai, il y a un vrai plaisir de jeu, c'est joli. Il y a l'ambiance Barcelone, on voit les bâtiments, très reconnaissables. La Sagrada est un petit peu discrète, mais c'est vrai. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment un super job. Voilà, très malin. Bah moi, je vais être vraiment positif parce que j'ai l'impression que vraiment j'aime beaucoup, donc je vais dire 5. C'est vraiment en fait c'est tout ce que j'aime comme j'ai dit, donc quand c'est tout ce que j'aime, je peux pas refuser de lui mettre une si bonne note. Je trouve qu'il y a un peu de combos mais pas trop, c'est-à-dire c'est pas le jeu où il y a des combos de manière infinie où tu dis bon Infernal, bon t'en es où de ton combo là, je sais plus. Non, il n'y a pas ça, c'est vraiment pile, vraiment c'est un peu mais pas trop quoi, c'est vraiment j'aime bien.
Bah voilà, c'était tout pour cette vidéo. On attend vos retours sur cette nouvelle formule de notation. Et puis, quand sortir cette vidéo? Je ne sais pas, mais passez de bonnes vacances, passez un bon été. Ou alors, bonne rentrée, je sais pas. Non, bon été, je pense. Ouais. Et on se retrouve très vite. Ciao, ciao.